le programme nucléaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à partir du plan Mesmer et donc du déploiement des réacteurs qu'exploite EDF dans les années 70. Il s'est déployé à une époque où EDF, qui faisait la prévision sur l'électricité, considérait que c'était une forme de règle intangible, que la consommation d'électricité française double tous les 10 ans. Donc évidemment, ça a amené à totalement surévaluer les besoins d'électricité à produire. Voilà, dans l'ensemble, c'est fait dans des conditions d'évaluation qui étaient biaisées et insuffisantes. C'est quelque chose qui peut arriver. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est l'incapacité qu'a eu le système à corriger le tir, alors même que les années passant, les éléments s'accumulaient pour comprendre que l'électricité n'allait pas augmenter aussi vite, que le besoin de réacteurs n'allait pas être tel. Et c'est seulement 10 ans après le lancement du programme, alors que pratiquement 80% du programme avait été réalisé ou lancé, qu'au milieu des années 80, la France a réduit la voilure en termes de rythme d'équipement en réacteurs nucléaires. Le coût était largement parti, et la surcapacité générée par ce défaut originel de prévision et cette absence de révision au fil des années, le défaut de surcapacité a été tel qu'il demeure encore aujourd'hui, pratiquement 30 ans après. Le choix de développer le nucléaire dans les années 70 est clairement présenté comme une réponse au choc pétrolier, ce qui veut dire que l'objectif politique est non seulement de développer le nucléaire pour produire de l'électricité sans devoir importer d'énergie fossile, mais aussi que l'objectif est de consommer autant que possible cette électricité. Ça se traduit notamment par un très fort développement, pratiquement sans équivalent dans le monde, du chauffage électrique, qui, 40 ans plus tard, conduit à une sensibilité de notre système électrique aux écarts de température l'hiver qui devient très difficilement gérable. Ça s'est traduit aussi par un encouragement, une promotion à travers les tarifs régulés, à travers évidemment les campagnes publicitaires d'EDF, etc. Une promotion de la consommation d'électricité qui, au fil des années et même des décennies, a effectivement installé la population française dans l'idée que l'électricité est abondante, pas chère, et que la consommer ne pose pas de problème. Et notre pays est réellement en retard aujourd'hui au niveau international dans la prise de conscience de la nécessité de mieux et moins consommer d'énergie en général et d'électricité en particulier. Le nucléaire français et le système de gouvernance qui l'accompagne aujourd'hui est incontestablement le produit d'une histoire qui est celle d'un développement étatique, ultra centralisé et extrêmement peu démocratique, dès l'après-guerre bien sûr, mais jusque au moins au milieu des années 80. Et probablement le premier tournant est évidemment la catastrophe de Tchernobyl et le choc pour l'opinion publique française
qui a gardé la mémoire de cette histoire du nuage s'arrêtant à la frontière. C'est d'une part le moment où vraiment émergent des capacités d'information et d'expertise indépendante, notamment avec la création de la CRIRAD et de l'ACRO. C'est le moment aussi où commence une prise de conscience et une réflexion sur une évolution institutionnelle de l'expertise publique en sûreté et de son contrôle. On peut directement relier, à mon sens, ce déclenchement en 86 et le résultat en 2006, qui est la loi sur la transparence, qui crée enfin, qui institue enfin l'autorité de sûreté comme autorité indépendante. Cette évolution, elle est venue essentiellement des préoccupations sanitaires et environnementales associées au nucléaire, et elle a beaucoup plus tardé à aller au fond sur la question de la sûreté, des dispositions prises pour la sûreté des réacteurs ou des options prises pour la gestion des déchets. On arrive donc aujourd'hui, juste depuis quelques années, à un point où il y a réellement une mise en discussion dans la société des options techniques de sûreté et de gestion des déchets qui commence, mais qui vient évidemment extrêmement tardivement, puisque pour ce qui est de la sûreté, hormis l'EPR, il y a très peu d'installations dont par ailleurs la conception est déjà pratiquement terminée, mais il y a peu d'installations en développement, donc l'essentiel de la discussion porte sur les aménagements de sûreté des installations existantes, et puis sur la gestion des déchets, la structure, la stratégie autour notamment de la question du retraitement, est là aussi verrouillée depuis très longtemps, et donc institutionnellement, un espace de discussion s'est ouvert, en particulier sur les questions de sûreté depuis Fukushima, mais techniquement, compte tenu de la situation du nucléaire en France aujourd'hui, cet espace reste relativement limité. Le nucléaire en France comme ailleurs ne s'est pas construit de manière démocratique et probablement n'aurait pas pu se construire de manière démocratique, parce que voilà, il a besoin pour se développer d'une certaine forme de confiscation de la décision publique et du débat. C'est difficile aujourd'hui de dire ce qui l'emporte en fait dans l'évolution. Clairement, le nucléaire mondialement est aujourd'hui en phase de déclin. Le nucléaire français a amorcé, à mon sens, ce déclin et est en tout cas dans sa stratégie industrielle et dans sa situation financière dans une véritable impasse. Est-ce que c'est l'ouverture progressive institutionnellement de la question nucléaire à davantage de débats et d'implication de la société civile qui est une cause de ce déclin, ou est-ce que c'est parce que ce déclin et ces difficultés existent et affaiblissent la filière qu'elle peut moins résister à une forme d'ouverture? Voilà, honnêtement, je ne sais pas dire ce qui l'emporte. En tout cas, on est aujourd'hui clairement dans une phase où ce débat existe et peut se développer. L'impasse dans laquelle se trouve le nucléaire aujourd'hui est en grande partie le fruit de cette confiscation démocratique.
dans le sens où cette impasse, elle résulte de choix stratégiques anciens qui ont été maintenus en s'éloignant de plus en plus de la réalité et en étant de plus en plus sourds à un certain nombre de critiques et d'alertes qui émanaient de la société civile et notamment de l'expertise indépendante. La révision de la sûreté réelle de nos réacteurs après Fukushima en est malheureusement une illustration. La question très importante aujourd'hui du niveau réel de sûreté et de sécurité de l'entreposage du combustible dans les piscines en est un autre exemple. Et plus généralement, l'impasse à laquelle conduit pour la gestion des matières le choix ancien et maintenu du retraitement est aussi quelque chose sur lequel voilà, l'industrie nucléaire aurait certainement gagné à s'ouvrir beaucoup plus tôt à la critique. Donc on aura un vrai débat démocratique sur la gestion des déchets le jour où on n'aura plus de réacteurs. Mais à l'inverse, tant qu'on a des réacteurs, on ne peut pas avoir un débat totalement démocratique parce que l'industrie ne peut pas prendre le risque que ça conduise à dire on arrête de produire des déchets. Spontanément, les institutions du nucléaire acceptent ou favorisent un degré d'ouverture inversement proportionnel à l'importance stratégique des sujets. Et donc, tout ce qui, aujourd'hui, dans les questions que demande à débattre, dont demande à débattre la société civile, tout ce qui peut avoir un impact sur la trajectoire industrielle du nucléaire est beaucoup plus difficile à mettre en débat. C'est le cas de la prolongation au-delà de 40 ans du fonctionnement des réacteurs. C'est le cas évidemment de la gestion des déchets les plus actifs, où il faut absolument éviter d'arriver à la conclusion qu'on peut commencer par ne plus en produire. Et donc il y a une grande frustration, d'ailleurs, pour les acteurs et les personnes qui s'impliquent dans cette ouverture, à avoir vraiment du mal à amener cette ouverture sur des sujets qui peuvent avoir une vraie influence sur l'orientation stratégique du nucléaire. Une manière très simple de le dire, c'est que pour un expert indépendant comme moi, investi depuis pratiquement 20 ans maintenant dans ces sujets techniques sur le nucléaire et dans la démocratisation et dans l'ouverture du débat sur le nucléaire, je ne sais pas citer un sujet sur lequel cette ouverture et cette démocratisation ait réellement fait dévier l'industrie nucléaire de sa route. La capacité du nucléaire à produire toujours des nouvelles promesses, à convaincre les décideurs politiques sur cette base et à éviter et à ne jamais tirer de leçons de ces difficultés est une caractéristique, à mon sens, du nucléaire partout dans le monde. On y ajoute, en France, et c'est peut-être la raison pour laquelle l'industrie s'est entêtée à ce point pour arriver dans la situation bloquée dans laquelle elle est aujourd'hui. On y ajoute en France une particularité qui est la confiscation de cette discussion, historiquement, par une élite très bien identifiée, le corps des mines,
qui, voilà, depuis le début du programme nucléaire, a toujours occupé l'ensemble des postes de direction concernant le nucléaire et l'énergie au sein du gouvernement et dans l'industrie, et qui voilà, a été, par construction sociale, totalement hermétique à toute critique émanant d'autre chose que le corps, puisque ces ingénieurs d'élite ont été formés, évidemment, à penser qu'ils sont les mieux placés pour analyser les problèmes et identifier les solutions. Donc il y a eu, on peut le dire aujourd'hui, une forme d'autisme du village nucléaire français, plus marqué encore sans doute, que dans d'autres pays. L'histoire de Superphénix, c'est l'histoire de la filière qu'on appelle surgénérateur, c'est-à-dire une filière qui est censée pouvoir, tout en produisant de l'électricité, générer de la matière qui va ensuite à nouveau pouvoir produire de l'électricité, et donc globalement surgénérer de l'énergie. Filière qui était le grand rêve des ingénieurs du CEA dans les années 60 et 70, et qui a trouvé un débouché politique dans un contexte où le monde nucléaire français, en tout cas, s'est convaincu du fait que l'uranium allait se raréfier et que donc les filières nucléaires classiques allaient perdre toute compétitivité. Et donc dans un contexte où le CEA notamment prévoyait réellement une très forte expansion des surgénérateurs dans le monde. Ce rêve des ingénieurs du CEA a trouvé un débouché politique parce qu'ils ont réussi à convaincre que l'uranium allait se raréfier et que donc cette filière des surgénérateurs basée sur le plutonium était la seule voie possible pour conserver un nucléaire compétitif. À l'époque également, dans les années 70, le risque associé au fait de faire fonctionner des réacteurs utilisant plusieurs tonnes de cette matière très dangereuse qu'est le plutonium dans un circuit de refroidissement constitué de la matière extrêmement instable qui est le sodium liquide. Ce risque semblait maîtrisable et acceptable. 15 ans plus tard, la filière nucléaire ne s'était pas développée comme il l'avait cru, l'uranium ne s'est pas raréfié comme il l'avait prédit. Les risques associés à la filière surgénérateur ont entraîné une très forte mobilisation, une très forte opposition d'une partie de la population, et donc les surgénérateurs en fait ont progressivement perdu à la fois leur raison d'être énergétique, leur pertinence économique et leur acceptabilité du point de vue du risque. Et donc cette filière a été politiquement arrêtée finalement à la fin des années 90. Clairement, l'industrie nucléaire, avec les surgénérateurs, a projeté sur les années 80 et 90 l'analyse qu'elle faisait de la réalité des années 70, sans du tout percevoir et intégrer les évolutions du contexte économique, énergétique et politique et social dans lequel l'industrie nucléaire allait évoluer. L'histoire de l'EPR est un peu la même
que celle de Superphénix. Et d'ailleurs, Wise Paris avait écrit dans une note en 2003 que les mêmes causes pouvaient entraîner le PR vers le même risque de finir en catastrophe industrielle comme Superphénix. Dans le cas de l'EPR, l'analyse de l'industrie est que le nucléaire va très fortement se développer, qu'il est en pointe pour assurer des besoins croissants et massifs en électricité en France et dans le monde. Du point de vue énergétique, l'EPR est totalement à l'opposé d'une évolution du système qui va d'une part vers une maîtrise croissante de la consommation d'électricité et d'autre part vers des formes de plus en plus décentralisées de production. Du point de vue du risque, l'EPR reste basé dans une approche purement probabiliste qui était déjà contestée à l'époque et qui a montré malheureusement toutes ses limites avec la catastrophe de Fukushima. Enfin, sur le plan économique, la complexité et la taille de l'EPR en font un objet tellement coûteux, risqué en termes d'investissement et difficile à maîtriser en termes de construction, que les projets d'EPR sont aujourd'hui frappés de surcoûts énormes, de retards tout aussi énormes, voire, dans le cas au moins de l'EPR de Flamanville, menacés de ne pas pouvoir démarrer du fait de problèmes techniques comme ceux de sa cuve. Le projet industriel de l'EPR est aujourd'hui dans une impasse. Ce réacteur est une des causes de la situation de faillite d'Areva, cause des grandes difficultés à EDF, ne présente pratiquement plus aucun débouché possible à l'exportation. Le maintien des compétences techniques, humaines, des capacités industrielles et des capacités financières nécessaires à la maîtrise des risques nucléaires est en soi quelque chose, est en soi un tel défi qu'il devient vraiment très difficile à relever lorsqu'on entre dans une dynamique négative de déclin de la filière. Et c'est bien ça qui nous attend et qui va demander des solutions nouvelles en termes de sécurisation financière, en termes d'orientation de la filière, probablement en valorisant beaucoup plus l'activité de gestion de l'héritage nucléaire, de démantèlement et de gestion des déchets, que l'activité de production d'électricité. Et puis en renforçant la vigilance de la société civile à travers plus d'ouverture du système de gouvernance. L'industrie nucléaire a toujours eu besoin de se projeter dans une croissance et une évolution. La réalité à laquelle elle est confrontée aujourd'hui va évidemment en sens inverse. L'évolution de l'électricité dans le monde en termes de consommation et surtout en termes de compétition du nucléaire avec d'autres filières conduit très clairement aujourd'hui à un déclin du nucléaire qui se mesure par exemple en capacité installée et encore plus
en part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité, qui est passé de 17% à pratiquement 10% en une quinzaine d'années. Donc le nucléaire, qui n'a jamais su penser sa fin, semble voué à un déclin. Et c'est une situation qui, en fait, interroge l'ensemble de la société, puisque il va falloir apprendre collectivement à maîtriser les risques du nucléaire dans une période de descente, qui va au contraire être économiquement, moralement, financièrement et techniquement propice à renforcer les risques liés aux réacteurs, liés aux installations et liés à la gestion des déchets. Donc c'est une question politique entièrement nouvelle qui se pose devant nous et qui se pose particulièrement en France, où on a à la fois un secteur nucléaire qui est en proportion le plus développé au monde, qui est sans doute aussi celui dont la complexité, l'étendue et le soutien politique sont les plus grands, mais qui est aujourd'hui confronté à une véritable impasse technique, industrielle et financière, et dont le déclin, là aussi, semble inévitable, parce que, d'une part, l'industrie nucléaire française ne va pas être capable de produire, de construire de nouveaux réacteurs et même probablement de convaincre la société de l'utilité de ces constructions, parce qu'elle ne va pas être en mesure non plus de prolonger l'ensemble du parc de réacteurs existants. Et donc voilà, son périmètre, son emprise vont diminuer. Ça ne va pas se faire tout seul, au contraire, il y a une très forte résistance bien sûr actuellement du lobby nucléaire à cette évolution, qui est un obstacle majeur à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique. Et ça va nécessiter pour l'ensemble de la société de réinventer un modèle économique de notre système électrique et une place pour l'acteur dominant qui est EDF dans ce système économique, dans cette transition énergétique et dans ce déclin prévisible et inévitable du nucléaire. Culturellement, le système a toujours fonctionné sur la coopération entre le contrôleur et le contrôlé. Et donc, quand je parle de cette nécessité d'une vigilance plus grande et de cette nécessité d'inventer pour l'ensemble de la société un cadre pour gérer cette descente nucléaire, c'est y compris sur ce genre de choses. Parce que, bien évidemment, dans la situation financière très difficile dans laquelle est la filière aujourd'hui, voilà, le risque de fraude massive, comme on en a connu au Japon par exemple, est un risque qui devient réel. Moi, pendant des années, je disais que voilà, je pensais que le nucléaire était sans être sûr pour autant un des plus sûrs du monde en France. Aujourd'hui, je ne le dirais plus.